Un grand angle olympique ce soir, dernière ligne droite avant le coup d'envoi des JO. Le relais de la flamme arrive à Paris ce dimanche 14 juillet, jour de la fête nationale en France. Coup de projecteur dans ce grand angle sur les légendes des Jeux olympiques et paralympiques. 12 médaillés d'or qui ont marqué l'histoire. Avec nous, Fabien Archambault, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes historien, spécialiste du sport et vous êtes l'auteur du livre Les légendes du siècle, une histoire des Jeux en 12 médailles. C'est aux éditions Flammarion. Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous raconter les Jeux olympiques et paralympiques de cette manière à travers ces légendes? J'ai toujours été déçu par toutes les histoires de l'olympisme qui peuvent exister, qui font olympiade par olympiade, comme si elles étaient toutes égales et comme si à chaque fois il se passait des choses qui étaient importantes. Non. En fait, il y en a certaines qui comptent plus que d'autres. Il y en a qui n'ont jamais existé, par exemple. Toutes celles du début, en fait, ne sont pas des Jeux olympiques. Et après, il y en a qui, dont on se souvient, dont diverses sociétés dans le monde se sont emparées parce qu'elles ont symbolisé quelque chose d'important pour elles. Et on va effectivement égrener avec vous quelques exemples de ces championnes et de ces champions. Comment les avez-vous sélectionnés d'ailleurs? Alors, il fallait qu'il y ait 6 hommes et 6 femmes pour respecter la parité, qui pour la première fois va être atteinte cette année à Paris. D'accord. Elle avait été frôlée à Tokyo. Des disciplines, c'est-à-dire pas différentes, c'est-à-dire pas seulement de l'athlétisme, mais un peu tous les sports qu'il peut y avoir, et des continents différents. Il fallait des Africains, des Asiatiques, des Européens, des Américains. Donc voilà, et après des médailles très connues que tout le monde connaît, mais qu'il s'agissait de revisiter, et d'autres que tout le monde a oublié, qui se souvient d'Elena Shushunova à Séoul en 88, ou des volleyeuses japonaises en 64 à Tokyo. Oui, on va voir quelques exemples. Suzanne Lenglen, pour commencer, joueuse de tennis française, championne olympique en 1920. En quoi a-t-elle marqué son sport et l'histoire de l'olympisme? Alors, son sport, elle l'a marqué, puisque c'est une des premières grandes vedettes du tennis, mais très peu les Jeux olympiques, au point qu'on n'a quasiment aucune image de Suzanne Lenglen qui gagne la médaille d'or olympique. C'est intéressant, c'est que le CIO, pour exister, voulait devenir l'épreuve de référence pour toutes les disciplines sportives qui commençaient à se structurer au niveau international à ce moment-là. Et ils ont eu 2 échecs. Le football, qui à la fin des années 20 décide de créer son propre championnat du monde indépendamment des Jeux olympiques, et le tennis, qui en fait a déjà sa grande épreuve, son championnat du monde, qui est Wimbledon. Et donc en fait, pour Suzanne Lenglen, la grande victoire de l'été 1920, c'est Wimbledon, et les Jeux olympiques, elle le fait parce que le gouvernement français lui demande d'y aller pour gagner une médaille d'or. Elle remporte l'or avec son coéquipier Max de Cugis en double mixte. C'était mixte. Elle remporte aussi à titre personnel face à sa compatriote Elisabeth Dayan. Et puis en double aussi féminin, c'est le grand chelem comme on dit, en tennis et en olympisme. Alors, vous êtes un spécialiste de l'Italie fasciste, je parle sous votre contrôle. Forcément, il y a l'un des plus grands athlètes de tout le temps, Abebe Bikila. Il est éthiopien, un destin hors norme, on va comprendre pourquoi. C'est la revanche des colonisés. Oui, alors, et en plus de certains colonisés, c'est que il est éthiopien et l'arrivée du marathon est fixée sous l'Arc de Triomphe de Constantin, là où en 1935 Mussolini avait À Rome. à Rome avait regardé ses troupes défiler pour partir à la conquête de l'Éthiopie. Et donc quand en 1958 Haïlé Sélassié, le Négus, l'empereur d'Éthiopie, sait que l'arrivée du marathon est fixée à cet endroit-là précis, il donne une mission à sa garde impériale, parce que Abebe Bikila fait partie de la garde impériale, de gagner ce marathon. Mais après, c'est un marathon extraordinaire. C'est la course la plus rapide de l'histoire. C'est-à-dire que dans les 10 premiers sont en gros dans les temps du record du monde, et Abebe Bikila bat le record du monde, ce qui, aux Jeux Olympiques, est exceptionnel, surtout que la course, le parcours est très baroque. Il y a une montée de 10 km et surtout une section de 10 km sur la Via Appia Antica. Et si vous êtes déjà allé à Rome, en fait, c'est une voie romaine, donc avec des pierres qui sont complètement irrégulières, qui datent d'il y a 2000 ans. Et en plus, quand on sait que la course s'est déroulée de nuit, parce qu'il faisait trop chaud, en fait, c'est un des plus grands exploits de l'histoire. Et c'est la première fois qu'un Africain noir remporte un titre olympique. Ce qui lui vaut une popularité énorme en Afrique et qui est relayée par le pape. Ouais, par le pape lui-même. C'est que c'est Jean XXIII qui est au Vatican, qui prépare Vatican II. Et pour lui, il file la métaphore. C'est Abebe Bikila qui rentre pieds nus, parce que oui, il a couru ce marathon pieds nus. J'allais y venir, Qui rentre dans Rome. C'est comme les apôtres du Christ qui rentraient pieds nus dans Jérusalem. Pieds nus parce qu'avec son entraîneur, l'entrée à Jérusalem, pieds nus, parce qu'avec son entraîneur, ils avaient remarqué que c'était plus rapide de courir pieds nus. C'est ça,
cette section de pavé. Comme lui avait l'habitude de courir pieds nus, en fait, le pied adhérait mieux à toutes les anfractuosités de la roche. Et en fait, ses concurrents n'avaient pas repéré précisément ce passage-là. Et donc, lui le savait. Et donc, c'est là qu'il a devancé ses poursuivants. C'est qu'ils se sont épuisés, ils ont trébuché plusieurs fois pour rester à son contact. Et dès qu'ils ont fini cette section-là, il a accéléré, il a gagné. Et un destin en or, 1964 à Tokyo, il est à nouveau champion olympique. Et c'est en 1964 qu'il a l'appendicite, il a opéré de l'appendicite un mois avant, en fait. Personne ne le sait, on le découvre après. Il décède, hélas, à 41 ans, après un accident de voiture. Il devient paralysé des jambes. Et d'ailleurs, il se met au tir à l'arc. Je fais ma propre transition parce qu'on va parler d'une archère maintenant, paralympique. Elle est néo-zélandaise, Neroli Ferral. Pourquoi est-elle entrée dans l'histoire ? Alors, elle est très représentative du mouvement des Paralympiques. Donc, elle a eu un accident de moto quand elle avait 20 ans. Et à cette époque-là, alors c'est un docteur anglais, d'origine allemande, exilé en Angleterre, Ludwig Guttmann, qui a créé ce qui devient les Jeux Olympiques pour les paralytiques en 1960 à Rome. Lui pensait, donc lui en gros avait soigné toutes les lésions de la moelle épinière et surtout après il voulait les réhabiliter moralement. C'est-à-dire qu'en gros tous ces paralysés retrouvent le goût de vivre et puissent avoir la sensation de vivre une vie normale. Et lui pensait que le sport pouvait le faire. Alors pourquoi le tir à l'arc ? Parce qu'en plus le tir à l'arc oblige à se tenir droit et donc pour tout ce qui concerne le dos, la colonne vertébrale, c'était à la fois une discipline sportive qui obligeait à être compétitif et surtout ça leur faisait du bien en plus physiologiquement. Mais elle a été sacrée chez les valides et en paralympique. Alors elle est d'abord une championne chez les paralympiques, mais c'est là toute l'ambiguïté du paralympisme, c'est qu'au début c'est pour qu'ils se sentent mieux, mais ensuite ils voient ça comme une stigmatisation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, nous, le droit aussi de concourir avec les valides ? Et c'est ce qu'elle fait. Elle arrive à se qualifier en valide à Los Angeles en 1984. Alors on croise aussi dans votre livre enquête historique un boxeur cubain, vous l'avez dit, des volleyeuses japonaises, un coureur finlandais, des basketteurs soviétiques et puis des étudiants afro-américains. Vous dites on ne peut pas échapper à ce chapitre. Mexico 1968, le point levé et ganté de deux athlètes noirs, Tommy Smith et John Carlos. Vous dites on ne peut pas éluder ce chapitre, certes, mais vous avez décidé de nous en parler différemment et de quelle manière, dites-nous ? C'est pour montrer en fait qu'il faut savoir d'où ils viennent. Comment est-ce qu'ils en arrivent à faire ce geste-là ? Alors en fait, c'était improvisé. C'est des étudiants noirs des universités californiennes, donc à San José, qui baignent dans les années 60 par la contestation. C'est en gros le mai 68 américain. Pour les droits civiques. Pour les droits civiques. Eux sont en contact avec les Black Panthers, qui ont été fondés à Oakland, donc juste à côté, de l'autre côté de la baie de San Francisco. Et ils ont un professeur de sociologie, Harry Edwards, qui, en gros, les convainc de se lancer dans une tentative de boycottage des Jeux si l'Afrique du Sud est maintenue dans le mouvement olympique. Et alors là, on voit toutes les ambiguïtés, c'est que eux sont évidemment pour les droits civiques aux États-Unis, contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud, mais ils sont préparés toute leur vie pour participer aux Jeux. Donc ils décident de ne pas boycotter, d'aller aux Jeux, et donc ils ont un pins sur le podium qui est le pins du mouvement de boycottage des Jeux, donc pour inscrire ça dans la continuité. Et il faut faire quelque chose, donc ils attendent le moment en fait, où ils savent que toute l'attention médiatique sera portée sur eux et qu'on ne pourra pas les empêcher de faire quelque chose. Et donc, Tommy Smith demande à sa femme, Denise, trouve-nous des gants de boxe. Et donc, on n'en trouve qu'une paire. Donc, c'est pour ça que c'est chacun un. Et ensuite, voilà. On connaît l'histoire. L'image est devenue iconique. Autant de trajectoires mondiales d'athlètes, vous l'avez dit, venues des 5 continents. Au fond, vous avez cité d'ailleurs Elena Chouchouanova, gymnaste soviétique. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de notre époque ? Qu'en fait, le sport est devenu, l'olympisme et le sport en général, universel, au fond ? Oui, totalement. En gros, c'est l'événement sportif dans lequel toutes les sociétés du monde peuvent se mesurer les unes aux autres. Donc, en gros, les Américains, qui en ont pris le contrôle dans les années 30, les Soviétiques qui viennent justement parce que ce sont les Américains qui dominent les Jeux, et ensuite tous les pays du tiers-monde qui accèdent à l'indépendance, pouvoir se mesurer aux anciennes puissances coloniales sur leur terrain,
eh ben, c'est la preuve qu'elles sont devenues, qu'elles sont émancipées. Ça devient un fait social géopolitique, Totalement. éminemment. En fait, les jeux sont fondamentalement politiques. Si les jeux ont du succès, c'est parce que justement, les nations s'affrontent, quelles que soient les nations. Un aristocrate conservateur, tiens, j'ai envie de dire. Vous pensez Pierre de Ah bah Coubertin? oui, bien sûr. Ouais. Lui voulait complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ce que les jeux sont devenus, Ouais. c'est-à-dire Il est historien comme vous au départ, pédagogue français. pédagogue, ouais. En fait, lui, pour nous, les jeux, c'est la fraternité universelle, par le sport, l'amitié entre les peuples. Lui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques sont conçus au départ comme un instrument pour empêcher la démocratisation du sport. C'est que ça reste une élite aristocratique qui, entre soi, continue à diriger un produit culturel qui est son apanage à la fin du 19e siècle. Après, son habileté, ça a été de s'adapter aux évolutions et d'accepter cette démocratisation. Et c'est d'ailleurs lui à qui l'on doit cette phrase, l'essentiel c'est de participer, c'est bien ça. Vrai ou légende, c'est vrai? Oui, non, c'est vrai. C'est Ouais. condensé à partir d'une déclaration qu'il a faite, effectivement. Ouais. À travers les jeux qui viennent, est-ce que vous voyez un possible destin légendaire, voire les dernières Olympiades, les derniers Jeux Olympiques qu'on ait connus? Alors, je crois qu'il y a en lutte un Cubain qui a gagné 3 médailles d'or d'affilée, et s'il en gagnait une 4e, deviendrait dans son sport et à Cuba une légende vivante. Ouais. Je me souviens plus de son nom. Ouais. On va regarder. Voilà, Teddy Riner, légende. Ah oui, Teddy Riner, oui, effectivement. Pour nous, oui, évidemment. Ouais. Ouais. Quel est votre plus grand sportif préféré de tous les temps au JO? C'est Abebe Bikila. Ouais. Personne ne pourra dépasser l'émotion qu'il a pu susciter dans le monde entier par sa victoire. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Fabien Archambault. Je rappelle le titre de votre livre, Les légendes du siècle, une histoire des Jeux en 12 médailles, édition Flammarion. Et je précise qu'on vous retrouvera la semaine prochaine dans notre série Histoires africaines des Jeux Olympiques, dès lundi sur TV5 Monde, sur tous nos réseaux, toutes nos antennes, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Merci d'être venu sur notre plateau.